Merci beaucoup, professeur Lenné, pour l'invitation et me donner l'opportunité de vous présenter, d'une part, la méthodologie des essais cliniques, je pense, avec une vision participant aux études, hein, pour vous donner euh, les informations qui sont clés avant de décider de participer à une étude, qui me semble nécessaire. Et par la suite, je vous présenterai les nouveaux designs. Alors, les nouveaux designs, il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais j'ai essayé de regarder dans les pathologies inflammatoires les nouveaux designs qui sont utilisés, donc vous faire un peu un panorama et vous donner les grandes lignes de compréhension de ces designs. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous laisserai découvrir cette diapo pour ne pas passer du temps dessus par rapport à cette présentation. Donc, le plan que je vais suivre, je vais d'abord vous présenter pourquoi le respect des règles méthodologiques sont essentielles pour qu'on puisse partir d'une même base de connaissances par rapport aux exigences qu'on a par rapport aux essais thérapeutiques. Je pense que la période Covid a été riche d'enseignements sur le manque de culture générale au niveau de notre société sur la méthodologie expérimentale. Et je vais vous prendre un exemple de Covid qui illustre bien ces aspects méthodologiques et le respect pour parler de l'approche scientifique. Ensuite, je vais vous parler des plans expérimentaux disponibles et je vais vous donner quelques messages à retenir de cette présentation. Alors, lorsqu'on fait de la recherche, on est dans la phase du développement clinique. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le nouveau traitement fait mieux que les traitements existants ou fait mieux que le placebo lorsqu'on n'a pas de traitement à disposition pour donner aux participants à l'étude. Donc, on doit faire la preuve de l'intérêt clinique du nouveau traitement. Et c'est là que la décision est portée. Et normalement, les agences utilisent ces règles-là pour prendre une décision et de rendre le médicament disponible. Une fois que le médicament a porté ses preuves sur son intérêt clinique, alors l'intérêt clinique, typiquement par rapport aux exemples qu'on a vus précédemment, ce sont par exemple les scores de symptômes avec les ACR qui sont très utilisés en rhumatologie. On a aussi des scores cliniques dans CEP, dans beaucoup de maladies inflammatoires. Donc c'est ça l'intérêt clinique. Le message que je donne, moi, pour juger de la pertinence de l'intérêt clinique, même à mes étudiants en médecine, c'est de leur dire, vous vous mettez à la place du patient et si le critère qui est évalué a du sens pour vous en tant que patient, on est dans l'intérêt clinique. Et une fois donc qu'on a validé ce médicament avec la preuve scientifique qui est apportée, euh, le médicament devient disponible pour la pratique médicale. Et là, il y a la notion d'extrapolation parce que vous voyez bien que à partir des petits groupes de patients, quelques centaines, quelques milliers, en général, c'est le minimum, c'est quelques milliers, le médicament est mis sur le marché et là, le médicament est prescrit à des centaines de milliers, des millions ou des milliards de personnes, hein, pour certains médicaments comme les statines. Il faut savoir que chaque année, chaque jour, dans le monde, il y a 1 milliard à 2 milliards de statines qui sont utilisées sur la planète. Ce n'est pas le cas des maladies inflammatoires qui sont plus rares, mais pour vous donner un peu l'importance de cette notion d'extrapolation et des difficultés qu'on peut rencontrer une fois que le médicament est sur le marché. Donc, la décision, donc, au niveau du médecin, c'est d'utiliser et d'enseigner l'efficacité. Au niveau des sociétés de savantes, c'est de donner des recommandations. Au niveau des agences, c'est de donner une AMM. Après, vous avez la disponibilité sur le marché, donc engager les collectivités. Et puis, au niveau du payeur, c'est le remboursement. Et donc, il y a toute une partie de l'évaluation sur la notion des autres médicaments de la même classe qui sont disponibles. Et la Haute Autorité de Santé en France a un rôle important pour conseiller l'agence qui va rembourser les médicaments. Et donc, le remboursement, vous avez vu que avec des traitements qui sont de plus en plus chers, que ce soit les anticorps monoclonaux, même des carticelles, et nous, moi, dans mon domaine, les maladies rares, on est confronté à des traitements très, très chers. Et la notion de remboursement est bien sûr influencée fortement par cette preuve d'efficacité et surtout de la quantité de ce bénéfice qui est apporté pour les patients.
Alors, la méthodologie expérimentale a 2 volets. Il y a le volet validité que je vais vous présenter en quelques diapos et le volet comment on gère le hasard ou l'aléa. Parce que quand on fait une expérimentation, on peut avoir des résultats qui sont le fruit du hasard et donc on doit contrôler ce hasard. Alors, la méthodologie expérimentale est très standardisée maintenant. On a des études qui sont pas à l'abri de biais. Donc, c'est essentiellement quand la randomisation est absente. Là, je vous ai donné un exemple de patients atteints de Covid. Donc, vous avez 16 patients avec Covid-19 qui ont refusé le médicament et donc qui n'ont pas participé à l'étude. Vous avez 26 patients avec Covid qui ont participé et donc, les auteurs leur ont donné 600 mg d'hydroxychloroquine. Ils ont mesuré la charge virale nasopharyngée. Et in fine, sur ces 26 patients, vous avez 20 patients qui ont été analysés pour le Covid-19. Donc, il y a 6 patients qui sont perdus de vue et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et en plus, il y a des patients qui ont refusé le médicament. On ne sait pas pourquoi ils ont refusé le médicament. Et donc, les auteurs ont rapporté qu'il y a une réduction significative de la charge virale. Donc, ça, c'est une publication en mars 2020. L'étude a été finie le 22 mars et il a été publié le 23 mars. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette étude qui a fait la une des journaux et qui a beaucoup occupé les médias. Mais voilà, nous, dans notre domaine, cette étude ne vaut vraiment pas le coup ni d'être interprétée ni d'être analysée parce que il y a énormément de biais, donc les conclusions qui en plus portent sur la charge virale, typiquement un critère qui n'a pas de sens pour les patients et donc sur lequel on ne peut pas extrapoler une efficacité. Donc toute cette histoire autour de chloroquine est partie sur cette étude-là qui a été publiée en mars. La même étude a été réalisée par des équipes anglaises par la suite. C'était la plus grande étude dans le domaine de Covid qui a été réalisée par les Anglais. Ils ont été assez pionniers là-dessus. Et donc, cette étude-là a randomisé des patients, donc 1600 patients avec Covid, dans le bras avec 800 mg d'hydroxychloroquine et 3155 patients dans le bras avec le traitement habituel. Bien sûr, ce n'était pas possible dans le caractère d'urgence que avait la période de pandémie de fabriquer un placebo et de donner du placebo. Donc, le groupe contrôle recevait le traitement habituel. Tous les patients ont été analysés, c'est-à-dire il n'y a aucun patient qui a été perdu de vue. Et là, le résultat était qu'on avait 27% de décès chez les traités à 28 jours versus 25%. Les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs, c'est le p-value qui vous donne cette information-là. Et ça, c'était publié en novembre 2020. Et donc, sur la base de cette étude, qu'on a conclu que l'hydroxychloroquine ne marchait pas chez les patients avec Covid. Donc ça, c'est typiquement une étude qui est à l'abri des biais. Alors pourquoi le biais est important? Parce qu'en fait, malheureusement, le biais influence les résultats. Il exagère l'efficacité. On va mettre en excès, par excès, un médicament sur le marché qui ne marche pas. Donc ça représente 11% quand la randomisation n'est pas bien faite. Ça représente 15% de surestimation de l'effet de traitement quand la randomisation est prévisible. C'est-à-dire, je peux savoir si le prochain patient va recevoir le traitement actif ou le placebo. Et lorsque le patient ou le médecin savent ce qu'il donne et le patient sait ce qu'il reçoit, on a une surestimation de l'effet du traitement de 13%. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur la nécessité que ni le médecin ni le patient sachent ce qu'ils reçoivent et ça permet d'éviter le biais de suivi des patients et le biais de mesure de critères qu'on évalue dans un essai clinique. Donc, le danger de ces approches biaisées, c'est qu'on va prescrire des médicaments qui ne sont pas efficaces. Quelle est la conséquence de ça? Donc ici, je vous présente les courbes d'utilisation de chloroquine. Donc en bas, vous avez c'était sur l'année 2020, hein. Donc vous avez le mois de mars avec la publication du papier de Marseille, et donc avec avant toute la communication qu'il y avait dessus. Donc vous voyez qu'il y avait une forte croissance d'utilisation de chloroquine. Il y avait une pénurie. Alors je sais que c'est les patients avec rhumatisme, ils ont une indication. Il y avait des périodes de pénurie où les patients n'avaient plus accès à ce traitement
alors que dans ces indications-là, ce traitement est bien validé et utilisé. Et donc, les conséquences ne sont pas anodines sur le plan de la santé publique et sur le plan de la santé des patients, parce que vous avez vu qu'il y avait un doute sur la surmortalité liée à ce traitement. Donc, la méthodologie de l'essai clinique est devenue un standard assez simple constitue donc de faire une randomisation avec un groupe contrôle pour contrôler un ensemble d'éléments pour que finalement l'état final concerne uniquement la causalité. Donc, vous avez ces éléments-là que je ne vais pas détailler, mais en gros, vous voyez que la différence qu'il y a entre les 2 bras, c'est uniquement le traitement testé. C'est pour ça qu'on dit que les études randomisées nous permettent d'établir un lien de causalité entre le groupe qui reçoit le traitement et le groupe qui ne le reçoit pas, et donc d'estimer une quantité d'effet du traitement qui, par la suite, normalement, doit être communiqué aux participants à l'étude et puis aux patients à qui on prescrit en leur disant, en leur indiquant, voilà, ce traitement a tel bénéfice et a tel risque, et donc de leur présenter cette balance bénéfice-risque pour, là aussi, une décision partagée sur l'acceptation de ce traitement. Donc, pour éviter qu'une étude puisse produire des résultats faussement positifs, on a une méthodologie qui a été développée pour mettre des études à l'abri de biais. Cette méthodologie est très standard et donc lorsque l'étude est à l'abri des biais, le résultat ne peut pas être faussement positif du fait d'un biais, alors que quand l'étude est non à l'abri des biais, rien ne garantit que le résultat ne soit pas faussement positif du fait d'un biais. Une fois qu'on a contrôlé le biais, malheureusement, le problème n'est pas encore résolu parce qu'on a le problème de l'aléa, c'est-à-dire comme on fait une expérimentation sur un groupe de patients, on peut par hasard avoir des résultats qui sont positifs et qui n'est pas lié, ce résultat n'est pas lié à l'effet pharmacologique du traitement. C'est pour ça qu'on a toute une série d'approches pour contrôler ce hasard, contrôler l'aléa. Alors, des résultats apparemment positifs peuvent provenir du simple fait du hasard. Toute expérimentation peut produire par hasard des résultats positifs. Et là, on a une protection contre les conclusions à tort du fait du hasard avec les modèles statistiques qu'on utilise. Sans ces précautions, il y a un risque de conclure à tort à l'intérêt du traitement et on contrôle ce risque-là avec un risque d'erreur qui est l'erreur alpha et le chiffre que vous allez trouver qui est très utilisé en médecine, c'est le chiffre de 5%. C'est-à-dire qu'on se permet, dans 5% des cas, de mettre des médicaments sur le marché qui sont par hasard positifs. Alors, plus on démultiplie les études, bien sûr, dans le meilleur des cas randomisés, plus ce risque va être plus faible. Pendant longtemps, les agences exigeaient qu'il y ait 2 essais cliniques randomisés avant de mettre un médicament sur le marché. Avec l'apparition de SIDA, ce paradigme a été remis en question parce que des patients jeunes étaient en danger de mort et donc les associations de patients ont beaucoup poussé pour qu'avec un seul essai randomisé, on puisse mettre sur le marché les médicaments. Et vous voyez qu'avec un seul essai randomisé, ce risque est de 5%, alors qu'avec 2 essais, ce risque va être réduit à 0,25. Donc, on divise le risque par deux. Donc, plus on démultiplie les essais, plus on a une certitude que ce qu'on a observé n'est pas dû au hasard. Donc, il est aussi nécessaire qu'on contrôle ce risque d'aléa avec des résultats faussement positifs. Donc, sur le plan méthodologique, en résumé, on a une étude valide avec randomisation si on veut établir un lien de causalité et on contre les résultats avec le risque alpha sur le plan de l'aléa pour ne pas mettre sur le marché des médicaments qui sont par hasard positifs avec ce risque qui est habituellement de 5%. Alors, le constat actuel, c'est que ces règles sont peu respectées. Et donc, il y a toute une série d'articles qui ont fait du bruit depuis 2014, qui portent l'attention de tous les acteurs de la recherche sur le gaspillage énorme qu'on a actuellement en recherche. Je vous ai mis un peu les éléments de gaspillage, la question de recherche qui n'est pas pertinent pour le participant, du coup, les utilisateurs. Super à 50% des études ne mentionnent pas les travaux précédents.
design et conduite à analyse qui n'est pas adaptée, avec supérieur à 50% des études qui ne contrôlent pas les biais, une réglementation qui est devenue très lourde et qui empêche beaucoup de projets de se faire. On a des résultats de la recherche qui, une fois qu'ils sont faits, qui ne sont pas accessibles, avec plus de 50% des études qui ne sont pas publiées. Et puis, on a des résultats qui sont pas utilisables, avec 30% des études qui ne décrivent pas correctement le résultat. Donc, vous voyez que le constat est assez alarmant et donc la communauté que nous sommes a été très sensibilisée depuis maintenant une dizaine d'années pour éviter ce gaspillage. Alors, il y a un anesthésiste, vous avez la photo en haut, qui a fait aussi du bruit avec ce travail qu'il a fait. Il est éditeur d'une revue de l'anesthésie et lui, il a commencé à regarder tous les essais randomisés qui lui ont été envoyés dans sa revue et a commencé à regarder finalement si, quand il avait les données, est-ce que ces données étaient cohérentes ou pas? Est-ce qu'il n'y avait pas des copier-coller? Est-ce qu'il y avait des données avec des valeurs absurdes? Et donc, il a fait ce travail sur plusieurs années, donc de 2017 à 2020 et il a regardé les données. Donc, vous avez en bleu, lorsque les données ont été examinées, des revues, des articles qu'il avait reçus et que donc les données étaient correctes. Et en jaune et en orange, vous avez des données qui étaient probablement fausses et le papier était déjà publié, hein. Donc, c'est un travail rétrospectif qu'il a fait. Et et puis, vous avez en bas, là, avec des données qui n'ont pas été disponibles, donc qui ne pouvaient pas le regarder. Et donc, il a appelé ces études-là des études zombies. C'est pour ça que je vous ai mis ce schéma-là. Et en fait, la littérature est envahie des études qui sont faussement positives ou des études zombies. Et donc, il y a quand même, on a un problème d'énormément de faux positifs, de buzz scientifiques et qui font qu'on doit se méfier des résultats qui nous sont rapportés, avoir cette capacité d'analyse critique ou avoir des instances qui nous permettent d'avoir cette analyse critique des articles qui sont publiés. Et donc ça a fait la une de la revue Nature, hein, qui est une des grandes revues scientifiques et qui a indiqué que la médecine est minée par des essais cliniques peu fiables et combien d'études sont falsifiées ou défectueuses, qui a fait beaucoup de bruit en 2023, mais qui est un sujet d'actualité. Alors, le non-respect des règles entraîne plus de 100 milliards de dollars par an de gaspillage. Environ 85% des fonds dédiés à la recherche biomédicale, on estime qu'ils sont gaspillés et qui ne servent pas à la recherche. Bon, après ce bilan un peu pessimiste, mais qui est quand même réel, qui doit nous sensibiliser pour mieux faire, quelques différents designs pour assurer finalement cette méthodologie expérimentale. Alors, les designs habituels qu'on avait, ce sont des designs assez simples, hein, qu'on appelle en groupe parallèle. Ça, c'est les designs qui sont de moins en moins utilisés maintenant. Pas le groupe parallèle, mais cette utilisation, c'était ce dogme de un critère d'évaluation avec une question scientifique et puis avec un risque d'erreur qu'on contrôlait à 5%. C'est ce dogme-là qui commence à bouger. Je vais vous donner des exemples qui ont apporté plus de souplesse dans la démarche expérimentale. Donc, dans le design parallèle, vous avez une randomisation, c'est-à-dire on décide, le hasard va décider qui reçoit le traitement A ou le traitement B. On a un critère de jugement qui est normalement un critère de jugement maintenant exigé clinique, c'est-à-dire qui a du sens pour le patient, qui est mesuré au bout d'un certain temps euh, pour des pathologies pour lesquelles l'événement survient un peu tardivement. Mais des fois, vous avez des événements qui surviennent au fur et à mesure. Et donc, on mesure ces événements tout au long du déroulement de l'étude. Après, on compare les résultats d'un bras à l'autre. On peut décider de l'efficacité d'un traitement avec un risque d'erreur de 5%. Un autre design ancien qui était utilisé, c'est le design en plan croisé. Et là, chaque patient reçoit d'abord le placebo et ensuite l'actif, ou d'abord l'actif, ensuite le placebo, et c'est cet ordre-là qui est randomisé. Donc, chaque patient est son propre témoin. L'intérêt de ces designs-là, c'est que tous les patients reçoivent l'actif, et donc on n'est pas devant le dilemme que certains patients, comme le design précédent,
reçoivent uniquement le placebo. Dans le groupe parallèle, il y a un groupe de patients qui va recevoir uniquement le placebo. Et quand on est dans des domaines de pathologie assez graves, ou moi en pédiatrie, parfois on a du mal à ne pas proposer le traitement actif aux participants. Donc ces designs-là d'essais croisés ont cet intérêt-là. Mais vous voyez que ces designs-là ne sont pas utilisables tout le temps, en particulier pour les pathologies inflammatoires. Il faut que les pathologies soient stables dans le temps. C'est-à-dire le patient, au début de cette période, quand il reçoit le placebo ou l'actif, il doit être exactement dans le même état et le critère de jugement doit être réversible. Par exemple, les critères sur les scores de douleur ou la qualité de vie, ce sont des critères réversibles qu'on peut mesurer, mais dès que vous êtes sur des critères non réversibles, ces designs-là ne sont pas utilisables. Alors, je vous parle de ce design parce que ce design peut être utilisé aussi pour les essais de taille 1. Alors, les essais de taille 1, c'est typiquement le design qui permet d'avoir un traitement personnalisé, tester un traitement personnalisé, où vous avez pour un sujet donné un ensemble de périodes entre actif et placebo. Je vais vous donner un exemple. Et chaque sujet correspond à un essai. Alors donc, ces essais-là, on peut les mélanger et faire une analyse de ces essais ensemble, mais en gros, chaque étude correspond à une étude sur un sujet. Donc, ce sont des designs qui sont très intéressants quand on veut vraiment individualiser le traitement à un patient, mais là aussi, les critères de la pathologie doivent le permettre, c'est-à-dire la pathologie doit être assez stable dans le temps, et puis on doit pouvoir avoir un critère de jugement, un critère d'évaluation qui nous permet de le mesurer à plusieurs reprises. Donc nous, on a fait par exemple un essai dans la maladie de Wilson, où on mettait après chirurgie une sonde intracérébrale et cette sonde active des stimulations. Ça a été testé en épilepsie, donc on voulait l'utiliser dans la maladie de Wilson où les patients ont des dystonies assez importantes et donc voir si cette stimulation intracérébrale réduisait les dystonies. Donc on avait 4 périodes et la randomisation était faite sur les périodes où la stimulation était active, donc on ou absent, off. Et donc on comparait les résultats de ces patients entre les différentes périodes de ce traitement. Vous voyez que la durée de l'étude pour chaque patient est assez importante, 23 mois. On avait une période de lavage entre chaque période pour que l'effet d'une période ne vienne pas influencer l'effet de l'autre période. Donc pour le patient, ce sont des études qui peuvent être assez lourdes en termes de durée parce que chaque patient doit finir un ensemble de périodes. Ici, on avait un nombre minimum de périodes de 4 mois pour chaque patient. 4 fois 4 mois, ça faisait 16 mois. Mais il est encore mieux d'avoir un plus grand nombre de périodes, donc ces études-là peuvent être très longues. Là, vous avez les résultats de cette étude, donc en période on, c'est en bleu, période off, c'est en gris, et donc on regarde, c'était un score indirectement de mesure de qualité de vie, et donc malheureusement, vous voyez que les résultats ne sont pas flagrants, que ce soit en période on ou off, on n'a pas des différences majeures, et surtout on a une incohérence entre les 3 patients qu'on a testés. Donc chaque patient correspondait à une étude. Ça, c'est les résultats qu'on espère avoir avec ce type d'études. Donc, vous avez période A, période B. Vous voyez que les résultats sont vraiment très discriminants entre les différentes périodes. Donc, quand un patient a tel résultat, voilà, on sait que le traitement a vraiment de la valeur chez ce patient-là. Et en plus, ces designs-là permettent aux patients d'avoir ces traitements concomitants. On peut mesurer des critères d'événements indésirables. Donc, ça donne vraiment de l'information très intéressante au niveau individuel. Alors que l'ensemble des essais cliniques auxquels vous participez, dans la grande majorité des cas, vous donne des informations sur des groupes de patients et après, il faut les extrapoler sur chaque individu. Un autre design qui est maintenant beaucoup utilisé, ce sont des essais qui sont beaucoup plus souples. Alors, ce sont des essais qu'on appelle essais plateformes avec des protocoles, des master protocoles. Dans ces essais-là, on n'est plus sur le schéma précédent avec une seule question, une seule réponse, un seul critère. On peut avoir plusieurs questions. On peut avoir une ou plusieurs interventions. On peut avoir une ou plusieurs maladies selon la classification actuelle.
Et donc, on peut classer les patients en fonction du biomarqueur et donc de leur donner des traitements différents. Donc, il y a trois entités que je vais vous montrer à travers des schémas assez rapides. Première entité, c'est un traitement pour plusieurs maladies. Donc, on appelle ça les études basket. Alors, il y a un traitement pour plusieurs maladies. Et c'est arrivé souvent dans le cancer, hein. Maintenant, dans le cancer, on a une meilleure connaissance de mécanismes de cancer. Et puis, on a des thérapies ciblées. Et ces thérapies ciblées peuvent être utiles pour plusieurs pathologies cancéreuses, ce qui n'était pas du tout le schéma jusqu'à présent. Et ce qui fait que les services de cancérologie sont entièrement en train de revoir leur manière d'approcher les études parce qu'un service de pneumologie avec des cancers de poumon peut participer à un essai d'un service de cancer sur un autre organe et donc de profiter d'une autre molécule. On a les maladies avec plusieurs traitements. Et donc là, avec la disponibilité des biomarqueurs, ces études qu'on appelle les études en parapluie sont devenues possibles. Donc vous avez plusieurs traitements A, B et C. Et en fonction de la présence des biomarqueurs qui sont identifiés par des couleurs ici chez le patient, on peut leur donner le traitement A, B ou C en fonction de la présence ou de l'absence de biomarqueurs. Donc ça, c'est des essais parapluies. Et puis, vous avez des essais plateformes. Et là, les essais plateformes, on a tout un ensemble de bras possibles en fonction de la présence des biomarqueurs. Et donc, pour chaque biomarqueur, le patient est randomisé entre traitement A ou prise en charge habituelle ou traitement par un placebo. Il y a en permanence, on regarde les résultats et en fonction des résultats, soit le traitement est prometteur et donc on peut arrêter le traitement parce qu'il est efficace, soit le traitement paraît inutile, on peut arrêter le traitement et donc ne pas soumettre les patients à ce traitement sur une longue durée, soit il n'y a pas de changement, on décide de continuer. Donc c'est ce qu'on appelle les analyses intermédiaires. Donc, on classe les patients en fonction de leurs biomarqueurs. On a toute une panoplie de traitements qui, en fonction du biomarqueur, sont testés par rapport à la prise en charge habituelle. Et on peut changer le protocole au fur et à mesure de son déroulement. L'intérêt de ces protocoles plateformes, c'est qu'un ensemble de pathologies peuvent participer dans le même essai. L'ensemble des patients peuvent participer dans l'essai, changer de bras, éventuellement, s'il y a un nouveau biomarqueur qui devient disponible, et donc contribuer à l'essai dans un nouveau bras. Et donc, en permanence, on adapte ces projets. Et par exemple, sur un service, sur un hôpital, on peut avoir, si une plateforme, un essai plateforme est en cours, la participation d'un grand nombre de patients pour un grand nombre de pathologies. J'ai regardé dans le domaine des pathologies inflammatoires, j'en ai trouvé un seul, c'est l'essai Octopus, qui est un essai anglais qui prévoit de repositionner des traitements dans la maladie sclérose en plaques. Et donc, vous voyez, le schéma, c'est ça, c'est qu'on a un ensemble de traitements disponibles. Pour l'instant, ils en ont pris trois. Et donc, ils vont suivre les patients dans le temps avec une évaluation qui commence par une IRM. Et par la suite, si le traitement est prometteur, on continue le bras et on évalue sur le plan clinique euh, les patients par la suite. Voilà le schéma de cette étude pour l'instant parmi les traitements qu'ils ont repositionnés. Vous voyez, vous avez les trois traitements ici, dont la metformine qui est repositionnée dans cette pathologie-là, avec une randomisation en trois bras. Mais par la suite, s'il y a d'autres traitements qui deviennent disponibles, ils vont le rajouter à ce protocole et donc de le tester dans la sclérose en plaques. Je vais vous parler maintenant sur deux diapositives de deux nouveaux types d'essais aussi qui sont intéressants. D'une part, c'est les essais sur le registre. Alors, les essais sur le registre, comme pour beaucoup de pathologies, on a des registres disponibles. Ces registres permettent d'inclure les patients au fur et à mesure dans les études et donc de les randomiser. Donc, il y a un module de randomisation qui est rajouté, mais la visite et le suivi des patients se fait de manière habituelle, sans aucun changement, ce qui allège beaucoup les essais cliniques randomisés. Voici un essai de registre, je n'en ai pas trouvé dans le domaine des maladies inflammatoires, mais il y en a un qui est en cours dans le diabète.
Donc, ils ont des bases de données des patients diabétiques. C'est fait dans les pays scandinaves, ils ont de très bons registres. Vous avez le registre national de tout ce qui est données de santé de ces patients diabétiques. Et puis, vous avez les bases de données locales avec d'autres informations. Tout ça est fusionné. Les données sont intégrées dans le cahier d'observation de l'étude sans visite supplémentaire. Il y a un module de randomisation qui est rajouté. Donc, on randomise les patients entre différents bras. Ici, de tester les nouveaux antidiabétiques avec metformine. Et ils ont pu inclure des milliers de patients en quelques semaines parce que les patients suivent leur visite de routine sans qu'il y ait d'alourdissement en participant à un protocole. Et vous avez enfin les essais décentralisés. Alors, les essais décentralisés ont l'intérêt d'être centrés sur le patient. Le patient ne vient plus à l'hôpital. Les traitements sont envoyés directement à son domicile. Il a un ensemble de mesures avec les capteurs et les nouveaux outils qui sont disponibles qui se font en routine. Et puis, s'il a besoin, on l'envoie vers le laboratoire du coin pour faire ces mesures. Il peut aller voir son médecin qui est à côté de chez lui où il peut avoir des téléconsultations s'il n'y a jamais besoin de greffer des visites. Et puis le recrutement se fait à travers Internet. Et j'en ai trouvé un dans la sclérose en plaques qui n'évalue pas un effet des médicaments, mais qui évalue la téléconsultation versus le soin en présentiel. Et puis un outil qui a été développé pour les essais décentralisés dans la sclérose en plaques qui s'appelle Neurostatus Smart Care. Alors, il y a un papier qui a regardé l'ensemble de ces nouveaux designs. Est-ce que c'est utilisé dans les maladies inflammatoires? Donc, sur 97, il y en a 19 qui avaient utilisé ces designs-là. Ce sont des designs qui ne sont pas non plus de type plateforme, etc. Mais donc, voilà, ce sont des designs qui, dans les maladies inflammatoires, ne sont pas encore beaucoup utilisés. Mais bon, vous risquez d'être confronté à ces nouveaux designs qui commencent à se généraliser pour l'ensemble des pathologies. Donc, les messages à retenir, c'est que la méthodologie dans l'essai clinique permet de garantir que les arguments sur lesquels vont se baser la décision d'utiliser ou non un nouveau traitement reflètent bien la réalité de l'effet de ce traitement. Les participants, que nous pouvons être tous, doivent requérir que les informations sur la rigueur scientifique du projet soient transparentes. Les nouveaux designs doivent respecter ces principes-là, bien entendu, et certains designs fragilisent le respect de ces principes. C'est pour ça que je voulais vous alerter sur l'importance de la méthodologie. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation sur ces nouveaux essais qui effectivement ne sont pas encore très utilisés en maladie inflammatoire, mais qui vont certainement arriver pour les raisons que vous avez pu indiquer, c'est-à-dire la difficulté, la lourdeur de mettre en place des essais entre guillemets classiques, randomisés comme on a pu le voir. Probablement la multiplication aussi des options thérapeutiques à tester et finalement le nombre qui reste limité de patients qui pourraient participer à ces études. Donc il faut aussi qu'on en tienne compte. Et donc, c'est aussi intéressant, je pense, enfin, j'espère en tout cas, pour les patients, de savoir que, certes, il y a beaucoup de travail sur les nouvelles molécules, les nouvelles options thérapeutiques, mais il y a aussi beaucoup de travail sur la façon de les évaluer et de un peu dépoussiérer les essais randomisés contrôlés qui étaient classiques.